Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h46, c'est le mois sans tabac et ce mois marque, c'est la 6e édition de ce défi, parce que c'est un véritable défi à l'initiative de Santé publique France. On va vous expliquer comment, peut-être vous donner les codes, comment vous aider à arrêter de fumer. Pour en parler ce matin, Romain Guignard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'expertise scientifique à l'unité addiction de Santé publique France. Et avec nous, pour en parler aussi, Bertrand Dotzenberg, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes tabacologue à l'Institut Arthur Vernès. Juste avant, Romain Guignard, aujourd'hui les chiffres, justement sur le tabagisme, on dit qu'effectivement pendant ce confinement, beaucoup de fumeurs ont augmenté leur quantité de cigarettes durant la journée. Alors, on a une majorité de fumeurs quand même. Les études qu'on a montrent qu'une majorité de fumeurs n'a pas vraiment modifié sa consommation de tabac. En tout cas, c'est pour un peu plus de 50% des fumeurs. On a environ un tiers des fumeurs qui ont augmenté leur consommation de tabac. Alors, c'était en 2020, c'était au début de l'épidémie. Et puis, il y a aussi environ 20% des fumeurs qui, à cette époque, avaient diminué leur consommation de tabac. Au global, sur l'ensemble de la population, il n'y a pas de variation significative de la proportion de fumeurs depuis 2 ans. En l'occurrence, il n'y a pas de baisse. Il n'y a pas de baisse non plus. Voilà, il n'y a pas de baisse. Effectivement, on a vu une baisse depuis 2016 à peu près. On voit une baisse de la proportion de fumeurs et cette baisse s'est interrompue en 2020. On n'a pas encore les données 2021, mais il faudra analyser finement ces données 2021 pour voir si la tendance repart à la baisse ou si on se maintient dans une stabilité. Bertrand Dotzenberg, vous êtes tabacologue. Un mois sans fumer, est-ce que ça veut dire qu'on peut arrêter de fumer ou en tout cas perdre l'accoutumance de fumer en un mois ? Oui, tout à fait. La plupart des fumeurs, tous ceux qui fument dans l'heure du lever, fument parce qu'ils sont addicts à la nicotine. Leur corps a besoin de nicotine le matin. Alors, comme il a besoin de sucre, ils se réveillent en hyponicotinémie le matin et ils ont besoin de leur dose. On peut tout à fait, assez facilement leur donner leur dose. Alors, la plupart des fumeurs vont, sans voir de médecin, vont prendre la cigarette électronique, qui est une des solutions. Les autres vont voir des pharmaciens et des médecins qui leur donnent des substituts nicotiniques, et d'ailleurs, ou de la cigarette électronique avec, ou de la varenicline. Oui. Et tout ça permet de changer la nicotine fumée par la pas fumée et d'arrêter de fumer calmement, dans la douceur, le calme et la bonne humeur. Romain Guignard, est-ce que les fumeurs ont changé ? On a l'impression qu'il y a plus de femmes aujourd'hui qui fument par rapport à il y a une dizaine d'années, par exemple. Alors, par rapport à il y a plusieurs décennies, c'est sûr, mais par rapport à une dizaine d'années, on voit toujours un écart quand même. Les hommes sont plus nombreux à fumer que les femmes, et l'écart, il est assez stable depuis une dizaine d'années, finalement. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les conséquences du tabagisme chez les femmes, elles se voient maintenant. Les femmes qui ont commencé à fumer dans les années 80, les conséquences du tabagisme, par exemple, c'est maintenant qu'on les voit. Mais en termes de proportion de fumeuses, on est quand même en dessous ce qu'on observe chez les hommes. Est-ce qu'on sait pourquoi on commence à fumer ? Alors généralement, on dit toujours qu'on commence très tôt à l'école pour faire comme ses camarades. On prend une cigarette parce que ça fait un petit peu adulte. Mais est-ce qu'on connaît les causes tout à coup de la première cigarette ? Ça, c'est... Pardon, c'est effectivement une hypothèse forte. Enfin, certainement que les jeunes commencent à fumer pour ressembler à leurs camarades, pour se donner une bonne image. Il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, la structure familiale, le rôle des parents est important aussi. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, notamment, les jeunes ont tendance plutôt à se conformer à leurs amis qu'à leur famille. Et c'est vrai que l'influence des amis, elle est importante à cet âge-là. Bertrand Dotzenberg, vous, dans votre cabinet, vous voyez quel type de clients, est-ce que de patients, est-ce qu'ils ont changé ? Est-ce qu'ils sont plus jeunes aujourd'hui ? Ceux qu'on voit qui veulent arrêter de fumer, non, c'est à peu près le même âge. On commence vraiment à vouloir arrêter de fumer et voir un tabacologue, bien souvent quand on a 35 ans ou quand on est une femme, quand on veut mettre des bébés en route ou qu'on a une intervention. Et puis on a beaucoup de gens de 40, 45 ans ou 50 ans qui s'arrêtent de fumer, mais il y a des gens de 80 ans qui viennent pour s'arrêter de fumer. J'interviens dans les lycées professionnels, on a des 17 ans, 18 ans aussi,
qui veulent arrêter de fumer. D'ailleurs, souvent chez les plus jeunes, le tabac et le cannabis. Absolument. Est-ce qu'on est fumeur toute sa vie, ou est-ce qu'on peut raisonnablement se dire un jour on est totalement dégoûté de la cigarette et totalement guéri entre guillemets? Non, à partir du moment où on fume dans l'heure du lever, on a une maladie chronique qui est la dépendance tabagique, qui est une maladie chronique de longue durée, d'acquisition pédiatrique. Avant 20 ans, c'est avant 20 ans ou 25 ans que l'industrie du tabac peut vous inoculer dans le cerveau des récepteurs nicotiniques et on va le garder à vie. Le jour où on arrête de fumer, on n'est pas guéri, on est en rémission complète, on ne sera pas un non-fumeur, on sera un ex-fumeur. C'est-à-dire qu'un fumeur qui fume pas, et si 30 ans après l'arrêt du tabac, on reprend une cigarette, le lendemain on en prendra 3, le jour d'après 5, et le 4e jour on prendra son paquet. Donc il n'y a pas de guérison, mais il y a une rémission à vie complète, et comme le tabac va disparaître de notre planète dans les 20 ans qui viennent, il n'y aura plus de rechute. Est-ce qu'on a une propension, quand on est, à être plus fumeur que les autres, ou est-ce que ça vient comme ça? Il y a des petits facteurs génétiques, mais qui ne sont pas très importants. Il y a des facteurs transmis par la grossesse. C'est-à-dire qu'on sait que si la maman fume pendant la grossesse, l'enfant a plus de chances de commencer à fumer. Et s'il commence à fumer, plus de chances de devenir addict. Et s'il y a d'autres gènes aussi qui disent si on est addict au tabac, on a plus de chances d'avoir des maladies. Par exemple, la BPCO, la gène respiratoire liée au tabac, et semble aussi transmise avec des gènes, le risque de cancer aussi. Donc c'est complexe, mais c'est tellement simple de ne pas fumer. Le tabac, c'est une drogue qui a zéro intérêt. Bah oui. Et c'est cher en plus. Dans les causes de début du tabagisme, il y a l'industrie du tabac. Si vous allez sur TikTok, vous avez plus d'1 million de vidéos qui vous incitent à fumer le tabac, la chicha et les autres produits du tabac. C'est-à-dire que l'industrie du tabac, maintenant, les marketing de l'industrie du tabac se fait par ces réseaux sociaux vers les jeunes. La directrice des communications, etc., c'est des gens des réseaux sociaux. C'était le sujet avant de votre émission. Et c'est par là qu'ils sentent, parce que la publicité dans les médias officiels et tout ça est interdite, et c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut faire, Romain Guignard? Est-ce que le fait effectivement de ce mois sans fumer a une incidence sur les fumeurs? C'est quoi? Est-ce qu'il faut les culpabiliser? Est-ce qu'il faut leur expliquer? C'est quoi la bonne démarche finalement? Là, je vois. Il faut surtout pas les culpabiliser. Et effectivement, la démarche de Moi sans tabac, c'est une approche bienveillante. Oui. C'est de montrer les bénéfices de l'arrêt du tabac, c'est de donner des outils pour aider les fumeurs. Voilà, c'est donner des outils pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. Et on voit que les taux d'abstinence à 1 an après Moi sans tabac, ils sont assez bons et plus élevés que ceux qu'on observe dans la littérature en l'absence d'aide extérieure. Donc, Moi sans tabac, ça vise à fournir des outils pour déjà déclencher des démarches d'arrêt du tabac. C'est 1 800 000 tentatives d'arrêt du tabac qui ont été générées entre 2016 et 2019 grâce à Moi sans tabac. Et puis c'est ensuite essayer de faire en sorte que les fumeurs réussissent leur sevrage pendant 1 mois et au-delà d'1 mois. Et Bertrand Dotzenberg, donnez-nous des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'au moment où on arrête de fumer, au bout de combien de temps finalement on récupère ses poumons? Au bout de combien de temps on se dit qu'effectivement les risques de maladies régressent? Donnez-nous des chiffres positifs. Les chiffres varient avec le temps, mais il faut bien savoir d'abord que les fumeurs qui fument dans la levée sont des victimes, c'est pas des coupables, c'est pas de leur faute s'ils fument, c'est parce qu'ils se sont fait inoculer dans le cerveau des récepteurs. Après, quand on arrête de fumer, dès le lendemain, on a moins de monoxyde de carbone, donc on a plus de capacité de transport de l'oxygène. Il y a certains coureurs cyclistes qui prenaient de l'EPO pour transporter plus d'oxygène. Le fumeur, il prend de monoxyde de carbone, donc de la fumée de tabac pour être poussif. Après, en 1 semaine, on commence à récupérer les troubles de coagulation, c'est-à-dire qu'il y a moins de risque de faire un infarctus, moins de risque de faire une hémiplégie. Sur le plan respiratoire, les grosses bronches récupèrent à peu près en un mois et demi, ça va déjà mieux. On a beaucoup plus de confort du souffle, mais il y a des choses qui persistent. Si vous avez un emphysème au dernier degré, l'emphysème, il va s'arrêter de s'aggraver, alors qu'il aurait continué à s'aggraver si vous fumiez, mais il s'arrête où il en est. Et si vous avez acquis un surrisque de cancer, le risque stabilise, alors que normalement, il aurait continué à croître. Donc, il y a des choses qui se stabilisent, il y a des choses qui régressent, mais il n'y a que des bénéfices. Un fumeur a 1 chance sur 2 de mourir de tabac, il perd 22 années de vie en bonne santé, ou une fumeuse.
Et s'il arrête de fumer même à 55 ans, il va perdre que 4 années au lieu des 22 années. Donc, il n'est jamais trop tôt pour arrêter de fumer. Il n'est jamais trop tard pour ne pas commencer. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Romain Guignard. Merci, chargé d'expertise scientifique à l'unité addiction de santé publique. Et merci à vous, Bertrand Dotzenberg, tabacologue à l'Institut Arthur Vernès. Merci d'avoir été avec nous. Et puis voilà, pour ce mois sans clope et sans fumée. Comme ça, vous n'aurez pas froid. Vous ne serez pas obligé d'aller sur le balcon et de sortir à l'extérieur pour aller fumer votre cigarette. Merci d'avoir. Et vu le paquet de cigarettes, le prix du paquet de cigarettes aujourd'hui entre 10 et 15 euros, évidemment, ça compte dans un budget. Voilà, si vous faites, parle de pouvoir d'achat. Non mais quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour, est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait un budget de l'ordre de 250 à 300 en fait euros. Professeur Dotzenberg, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est plutôt 350 ou 400 euros, mais maintenant c'est tellement cher que les gens ne se rendent pas compte du prix du tabac. En revanche, quand ils arrêtent de fumer, ils disent « Oulala, mais il me reste plein de billets, tous les billets de 20 euros que je n'ai pas fumé. » Non, mais c'est ça. Donc, à la récompense de dépenser moins, c'est tellement élevé comme somme que les gens ne comprennent plus. Et je vais pouvoir partir en vacances. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, Valérie Expert reçoit l'écrivain et cinéaste Riyad Sattouf.